Bien, bonjour à tous. Namaskar. Et vous parlez français, oui, si je parle français. Un peu. Je vais faire la conférence en français quand même, pas en not in English. Et je suis très heureux d'être ici. J'ai commencé mon chemin philosophique et photographique il y a plus de 40 ans en France, à Paris, à Nouvelle-Acropole. Et, enfin, la photo avant, mais la philosophie ici. Et ça fait un moment que j'ai pas donné de conférence en français avec toi. On en a donné ensemble, mais en anglais ou en hébreu, je les traduisais parce que je viens de Tel Aviv, je vis en Israël. Donc j'espère que mon français sera à la portée. Si de temps en temps il y a un mot qui m'échappe, vous voudrez bien m'excuser. Et c'est vraiment une opportunité pour moi, tout d'abord, comme je l'ai dit, d'être ici, mais aussi de parler je dirais de faire un peu le grand écart entre Gandhi et Cartier-Bresson, parce qu'à première vue, quelle est la relation entre l'homme politique, le philosophe Gandhi et le photographe français Cartier-Bresson. L'un est photographe, l'autre est un homme politique. L'un est un occidental, l'autre est un indien, plutôt d'une culture orientale. Et ils sont pas non plus du même âge. Et pourtant, il y a deux points de rencontre très intéressants. L'un, je l'ai un peu découvert par la suite, ça n'a pas été construit exprès. Mon travail photographique, depuis déjà 2 ans, tourne autour d'un concept que j'ai appelé Photosophia. Donc c'est photographie, Sophia, philosophia. Et c'est une rencontre entre des photos et des textes. Et je suis à Paris en fait pour présenter 3 photos qui seront présentées à partir de demain à l'exposition du Salon d'automne au Grand Palais. Le Salon d'automne ouvre demain jusqu'à dimanche. Donc je suis venu parce que j'ai 3 photos qui se trouvent là-bas de Photosophia. Et comme je venais à Paris, et comme Fernand a eu la bonne initiative et je dirais le courage et l'amour de m'inviter à participer à cette conférence. Donc, je pensais pourquoi pas, pour Gandhi, relier Gandhi à ce côté philosophie de la photosophia et Cartier-Bresson. Et ce qui est intéressant, on va le voir, il faut pas que j'oublie de passer quand même, j'ai pris quelques photos, ça c'est le titre. Il va y avoir d'autres après le titre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ils se sont rencontrés. Gandhi et Cartier-Bresson, donc Gandhi à droite, Cartier-Bresson à gauche, se sont rencontrés. Il se trouve que Henri Cartier-Bresson était allé en Inde. Il a été le dernier à photographier Gandhi de son vivant. Il est allé pour l'interviewer, pour le photographier. Et bon, l'interview s'est très bien passée. Il est parti. Le lendemain, Gandhi a été assassiné. Il était encore en Inde, Cartier-Bresson, il est revenu. Et il a suivi tout l'enterrement de Gandhi. Donc il a photographié la veillée. On va voir quelques photos, la veillée du corps. Et ensuite le transport du corps par train jusqu'à New Delhi, avec toute la foule qui était là qui voulait absolument voir le corps du Mahatma, et la crémation ensuite. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est la fin du cycle de Gandhi, évidemment, puisque Gandhi désincarne, meurt. Et ce reportage de Cartier-Bresson est en fait le reportage qui a révélé Cartier-Bresson au monde. Donc c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Gandhi termine son cycle et Cartier-Bresson commence le sien. Et ces images de l'Inde et de l'enterrement de Gandhi sont en fait presque le thème central de son livre qui est paru en 1952, qui s'appelle en français Images à la sauvette, ou en anglais ils ont changé le titre, ça s'appelle Decisive ou Decisive, comment on dit en anglais, Decisive Moment, le moment décisif, et qui est devenu en fait presque, je dirais, le motif ou le concept central de l'art de Cartier-Bresson, le moment décisif.
D'ailleurs, une des 3 photos que je présente au Salon d'automne s'appelle Le moment décisif. Bon, ce que j'ai fait, j'ai écrit Aller vite aussi, donc je vais parler assez vite, parce que j'ai qu'une demi-heure et Fernand a des choses très intéressantes aussi à dire, évidemment. Donc, comme je lui disais, quand on arrivait en voiture, généralement, je prépare une certaine quantité de temps et je parle le double ou le triple. Donc, je vais aller quand même assez vite pour te laisser le temps. Et j'ai essayé de trouver 5 points. Enfin, j'ai essayé de trouver des relations, d'abord dans les textes, entre les textes de Gandhi, puisque Gandhi a écrit beaucoup de choses, et Cartier-Bresson aussi. Donc, j'ai dégagé 5 points où ils se rencontrent au niveau des concepts, au niveau des idées. Et pour les illustrer, on va passer petit à petit ces photos en fond de toile, ces photos du reportage de Cartier-Bresson sur Gandhi. Donc on va essayer de faire ça en 5 minutes, 5 points essentiels. Ça j'ai juste commenté en 2-3 phrases chaque photo. Ça c'est avant la désincarnation de Gandhi, donc c'est le jour avant son assassinat. Il faisait un jeûne pour arrêter les violences avec la séparation entre l'Inde et le Pakistan. Et il est en train d'arrêter son jeûne. Il se réveille de son jeûne, puisqu'on lui dit, bon, c'est bon, tout le monde a accepté d'arrêter les violences. Et Cartier-Bresson est là, il est en train de lui prendre une photo au moment où il sort de son jeûne. D'accord? Donc la veille de son assassinat. Et le premier point, je dirais, c'est le concept de libération par la simplicité. Gandhi a écrit dans un livre qui en français s'appelle Lettre à l'ashram, où il y a plusieurs chapitres. Dans le chapitre qui s'intitule La non-possession ou la pauvreté, il a écrit « La civilisation, au vrai sens du mot, ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à les réduire. » D'accord? Donc, par la réduction des besoins, en réalité, par une sorte de simplicité, on arrive à la libération. C'est-à-dire ne pas être esclave de besoins artificiels, de besoins circonstanciels, de besoins du moment qui ne sont pas en réalité les nôtres, mais qui sont des besoins que l'on s'impose, que l'on fait naître artificiellement. Il faut se détacher par la simplicité. Il disait, par exemple, et il le mettait en pratique, c'est aussi ce qui est formidable chez Gandhi, c'était pas seulement des mots, c'était surtout une pratique. Il disait, c'est pas nouveau, mais lui le faisait, qu'il fallait manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Et il y a un texte formidable de son petit-fils, Arun Gandhi, qui vivait en Afrique du Sud et qui est venu pour le visiter quand il était jeune dans son ashram en Inde, et qui disait, mais comment est-ce qu'on peut manger tous les jours, au petit déjeuner, à midi et au soir, toujours la même soupe de potiron, sans cesse, sans sel, sans poivre, sans épices, sans rien. C'est complètement insipide. Et c'était Gandhi, parce que Gandhi disait, bon, on produit, qu'est-ce que l'ashram produit? L'ashram produit des potirons, donc on mange ce qu'on produit, on va pas chercher d'autres choses. Et comme il faut manger pour vivre, et pas vivre pour manger, il n'y a pas besoin de faire des épices, de je sais pas quoi, on prend ce qu'il y a. Il y a un moment quand même, la petite sœur de Arun Gandhi, c'est-à-dire la petite fille de Gandhi, s'est révoltée. C'est une toute petite fille, donc elle parlait franchement, elle est allée voir son grand-père, elle lui disait, mais grand-papa, Gandhiji, c'est Bapu. C'est pas possible, je peux plus manger ça, il faut manger autre chose. Et Gandhi lui a demandé, à la petite fille, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais toi, peut-être tu peux manger ça, mais moi je peux pas, moi j'ai besoin de variété. Donc Gandhi est allé voir le cuisinier, il lui a demandé, mais pourquoi on fait toujours du potiron? Et le cuisinier lui a dit, mais on fait du potiron, Bapou, parce que c'est toi qui as dit qu'il fallait qu'on mange ce que l'on produit, et pas d'autre chose. Et Gandhi a demandé, mais on produit que du potiron? Et le cuisinier a dit, oui, cette année, il y a eu une superbe récolte de potiron, donc il y a que du potiron. Donc, enfin, alors il a eu l'idée formidable, il a dit, bon, on va quand même prendre ce qu'on produit, mais tu vas aller au marché, tu vas vendre la moitié des potirons, tu vas les changer contre autre chose. Donc le soir, ils ont eu un menu varié, et tout le monde était très content. Donc c'est très bien. Mais ça part quand même de ce principe de simplicité, c'est-à-dire on mange ce que l'on a et on va pas chercher autre chose. Et
Bon, ça c'est Gandhi. Alors par rapport à la simplicité, Cartier-Bresson, chaque fois je vais passer une autre photo, ça c'est donc c'est après le jeûne, c'est quand il se lève de son jeûne et il va faire sa promenade quotidienne avec ses deux nièces. C'est pas le jour de l'assassinat, la même chose c'est répété pratiquement le lendemain, c'est quelques instants après, quand il est parti se promener, qu'il a été assassiné, mais ça c'est le jour d'avant, quand Cartier-Bresson était là. Et Cartier-Bresson a dit dans un entretien en 1979 avec Alain Desvergnes, je vois l'heure donc il faut vraiment que je me dépêche, il a dit « Il y a une discipline. Pour moi, la liberté est un cadre de référence strict. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a toutes les variations possibles. Tout. Mais c'est à l'intérieur d'un certain cadre. C'est le sens de la limite qui est important. » Et il a dit aussi, dans le même entretien, ce qui est important, c'est que pour obtenir le maximum, il faut avoir des moyens très limités. C'est complètement différent que ce que l'on pense aujourd'hui d'habitude. Pour obtenir le maximum, il faut avoir des moyens très limités. C'est pour cela que j'ai un appareil et un objectif. Il faut une économie, ça c'est pas un zoom, ça se change pas. Il faut une économie de moyens pour obtenir le maximum. Ce qui compte, c'est l'intensité. Donc, c'est pas la peine de se compliquer la vie avec trop de potirons, trop d'épices, trop de sel, trop de choses. Il faut avoir une certaine intensité dans la cuisson, dans la manière de manger, dans la concentration. En réalité, si, il faut manger avec en étant là. Il faut prendre la photo en étant là. C'est dans la présence, c'est dans l'intensité de la présence en réalité que l'on va pouvoir s'exprimer, qu'on va pouvoir vivre, je dirais. Parce que trop de choix mènent à la complexité. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé mon itinéraire, c'est pareil en philosophie ou en photographie, quand vous commencez la philosophie, waouh, il y a tellement de philosophes. Il y a les modernes, il y a les postmodernes, il y a les prémodernes, il y a les antémodernes, il y a ceux qui ne sont pas encore nés, qui vont faire, je sais pas, vous paumez complètement et vous savez pas quelle ligne suivre. Donc il faut simplifier. Une ligne traditionnelle, une ligne claire, une ligne nette, et vous enlevez le superflu et en fait la chose devient très simple. Quand j'ai commencé la photographie, je me rappelle, j'avais deux zooms. J'avais un zoom, je vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais enfin bon, j'avais plusieurs objectifs, j'avais plusieurs formes, et chaque fois que je voulais prendre une photo, ça c'est génial. Mais alors j'avais pas l'objectif qui était monté sur la caméra qui correspondait. Donc le temps que je change d'objectif, le truc est passé. Parce que je fais de la photo de rue, pas de la photo de studio, donc c'est pas fixe. Donc ça je peux pas. Donc là j'ai un appareil, j'ai une lentille fixe, c'est un zoom, c'est un 28 mm et je peux pas le changer. Donc c'est pas compliqué. Ce qui a plus de 7 mètres, je regarde pas parce que de toute façon je peux pas le prendre. Donc ce qui est dans une sphère de 7 mètres où je suis au centre, je peux le prendre et je le prends tout de suite. Je me paume pas parce que c'est tellement simple que ça me permet de m'exprimer. Donc la simplicité, réduire les moyens, dans ce cadre limité plus simple, vous avez la possibilité de vous exprimer, de vivre, de créer comme vous voulez. C'est pareil avec l'art, c'est pareil avec la philosophie. En fait, c'est un principe de vie, d'accord? Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que Gandhi et Cartier-Bresson se retrouvent tous les deux par rapport à ce principe. Donc, deuxième concept. Je vais avoir le temps, ça va être difficile. Deuxième concept, la recherche de l'authentique. On va passer une de plus. Ça, c'est la veillée. Donc, Gandhi vient de mourir. Enfin, on l'a plusieurs heures avant, on l'a ramené et on veille, on commence à veiller son corps. D'accord? Et tout ça sont des photos de Cartier-Bresson. Donc, la recherche de l'authentique, du vrai, du réel. Gandhi disait, donc je sais que c'est une phrase que on a beaucoup parlé sur cette phrase, on a dit qu'il l'a pas dit, qu'il l'a dit autrement, qu'il l'a dit différemment, que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui l'a dit. Mais, encore une fois, son petit-fils, Arun Gandhi, dans le livre qui s'appelle Le pouvoir de la colère, cite son grand-père, disant textuellement, « Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde ». Donc, selon Arun Gandhi, il l'a dit. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut.
Et dans le même livre que j'ai cité avant, Lettre à l'ashram, dans le passage qui s'appelle Non-possession ou pauvreté, Gandhi disait aussi, et écrit, chaque instant de notre vie doit être rempli d'activité mentale ou physique. Mais cette activité doit être sattvique. Je vais expliquer dans une minute. Sattvique. C'est-à-dire conduire à la vérité. Il faut apprendre à distinguer entre la bonne et la mauvaise activité. Ce discernement accompagne naturellement une consécration entière à l'idéal de servir. D'accord? Une consécration entière à l'idéal de servir. Bon, sattvik, il y a, selon la tradition indienne, trois manières d'agir. Ça peut être ce qu'on appelle tamas, sattva ou rajas. C'est-à-dire, en gros, sans rentrer dans les détails, sattva, c'est l'équilibre. Rajas, c'est, disons, je m'y mets trop, j'y fais trop attention, un détail, une action devient le centre du monde et j'oublie tout le reste, je suis trop là-dedans. Tamas, j'ai pas conscience, je le fais d'une manière complètement inconsciente, indifférente, mécaniquement. Donc, entre les deux extrêmes, d'accord, l'équilibre, c'est sattva, c'est faire la chose comme il faut la faire, en réalité, avec la conscience nécessaire, avec l'attention nécessaire, sans qu'il manque et sans qu'il y ait de trop non plus. L'équilibre. Et cet équilibre permet d'arriver au réel, d'être authentique en réalité, c'est-à-dire de se manifester soi-même, d'être soi-même. Et quand Gandhi dit « Soyez le changement que vous voulez voir en ce monde », il dit en réalité quelque chose de fantastique. Il dit que l'essentiel, c'est pas de savoir, l'essentiel, c'est d'être. Nous, on est tellement dans le savoir. Je veux savoir, je veux connaître, je veux savoir, je veux apprendre quelque chose. Mais lui, il dit, mais il n'y a pas besoin de savoir, il faut être. Soyez le changement que vous voulez être, vous voulez voir dans le monde. Devenez-le, soyez-le. C'est être et pas voir, ou c'est être et pas savoir. C'est-à-dire que la véritable connaissance, en réalité, le dépouillement de tout le superflu, et quand on se dépouille du superflu, encore une fois, on arrive à cette simplicité dont on parlait avant, eh ben, on retrouve l'essentiel. L'essentiel est toujours derrière le masque. Hein. Et pour cela, il ne faut pas faire de compromis. Gandhi disait qu'il faut toujours être fidèle à soi-même. Quand il parle de la consécration entière à l'idéal de servir, c'est servir la vérité, c'est servir le réel, c'est servir l'authentique, c'est servir ce que l'on est, servir la vie. Le nom qu'il a donné à son mouvement, c'est Satyagraha. Il y a plusieurs manières de traduire, peut-être en français Satyagraha, mais lui le traduisait, selon son petit-fils, selon Arun Gandhi, il le traduisait comme fermeté pour la vérité. C'est-à-dire ne pas faire de compromis pour la vérité, jamais. Fermeté pour la vérité. Et Henri Cartier-Bresson, voilà, encore une autre photo de la veillée du corps de Gandhi. Là aussi, il y a quelque chose d'extraordinaire par rapport à ce concept d'authenticité, de réel. Cartier-Bresson disait qu'il a pris cette photo en une seconde. Il y avait tellement de monde, c'est à travers une vitre, d'accord? Il y a la fenêtre, il est d'or. À l'intérieur, il y a la veillée du corps de Gandhi, et les gens se pressent contre la vitre pour voir le corps, et la foule passe, et il est projeté contre cette vitre une seconde. Il a juste le temps, il raconte avec son coude, d'essuyer un peu la graisse, parce que tout le monde se pressait le front sur la vitre, donc c'était flou, oups, pardon, ça prend, donc il essuie juste la graisse sur la vitre, il prend la photo, il n'a pas le temps de faire la mise au point, et il est poussé et il part. Et c'est ça, c'est la photo du moment, c'est l'instant décisif, c'est la vie, c'est le réel. Et Cartier-Bresson dit, dans un entretien qu'il a eu en 1951 avec Daniel Masclet, il dit « Surtout pas de flash. Surtout pas de flash. Ce n'est pas l'éclairage de la vie. Je ne m'en sers jamais. » Là-dessus, on est d'accord, parce que lui, il prend aussi de très très belles photos, mais différentes de musées en général. Et justement, juste avant la conférence, il est en train de me dire « Jamais de flash. Jamais de flash. » Je suis d'accord. Donc, je ne veux pas m'en servir. Restons dans le réel, parce que le flash détruit le réel. Restons dans le réel, restons dans l'authentique. L'authenticité est sans doute la plus grande des vertus de la photographie. Et il disait également, dans le même entretien, on n'a pas le droit de trafiquer. On n'a pas le droit de trafiquer. On a vu quelque chose, à un moment spécifique,
Et dans la mesure où l'on veut quelque chose, ça c'est fantastique, dans la mesure où l'on veut quelque chose, la chose se produit. Ne cherchez pas quand vous... Où se passent les choses. Vous savez, moi je me rappelle au début, quand je sortais dans la rue avec mon appareil photo, je me disais, bon, où est-ce que ça va se passer? Donc, où est-ce qu'il y a une manifestation, où est-ce qu'il va y avoir un accident, où est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, où. Non, c'est comme quelqu'un qui est seul et qui veut tellement trouver une âme sœur qu'il va jamais la trouver parce qu'il fait fuir tout le monde. C'est la même chose. On veut tellement trouver le truc à photographier qu'on trouve pas. Donc il faut pas penser. Il faut pas penser. Il faut se balader. Il faut y aller. Il faut prendre l'appareil photo dans la main et les choses arrivent. Parce qu'il y a des miracles partout, parce qu'il y a de la beauté partout, parce qu'il y a des trucs, un éclairage, une ombre, une forme géométrique, un truc fantastique, mais vous pouvez pas savoir où ça va se passer. Peut-être c'est devant chez vous, c'est à 2 mètres. Donc, dans la mesure où vous voulez que quelque chose se produise, ça va se produire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi dans la mesure où vous voulez être authentique, dans la mesure où vous voulez être réel. Et photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire l'œil, la tête, c'est-à-dire le mental, et le cœur. C'est une façon de vivre. L'appareil n'est que le prolongement de mon œil. Et que ça veut dire quoi, ça? L'appareil n'est que le prolongement de mon œil. Bon, c'est à sa manière, il est en train de dire ce que Gandhi a dit, c'est-à-dire, ce qu'il a dit là, soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Soyez-le. Soyez-le. Lui devient l'appareil, Cartier-Bresson. Gandhi devient son concept. On devient ça. C'est pas un accessoire, c'est le prolongement. Moi, je sors pas sans ça, parce que si je sors sans ça, c'est comme si je sors sans ma tête. Je peux pas sortir sans ma tête. Je peux pas sortir sans ma caméra. Je peux pas te prêter ma caméra. C'est pas possible. Touche pas. Donc, il faut, je vais aller plus vite, parce que sinon, ben ouais, c'est comme ça. 3. Troisième concept. Pourquoi ça s'éteint? Ah. Ouais. Bon, ça s'éteint, c'est pas grave. Ça marche. Donc, ça, c'est le train. C'est la foule qui monte, qui arrive, qui essaye de monter dans le train pour voir la dépouille de Gandhi. Lorsque la dépouille de Gandhi est amenée à New Delhi pour la crémation. Et le troisième concept que j'ai trouvé, c'est... Ouais, je vais vraiment aller plus vite. Le troisième concept, c'est au-delà des limites de l'intellect, au-delà des limites du rationnel. C'est-à-dire ne pas s'arrêter au rationnel, ne pas laisser le rationnel être un... L'intellect est un filtre, parce qu'en fait, il va séparer, il va détruire la totalité, la réalité, le tout. Gandhi a dit, en dernière analyse, il ne peut y avoir qu'une seule réalité. La vérité la plus haute n'a pas besoin d'être étayée. Vous savez, il n'y a pas besoin d'essayer avec l'intellect de prouver la réalité. La réalité n'a pas besoin d'être étayée. Il n'y a pas besoin de démontrer. Il n'y a pas besoin de chercher à prouver parce que la vérité est. On la reconnaît pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est notre droit, on a le droit de se tromper. Mais la vérité est. Elle ne dépend pas des preuves que l'on pourrait faire ou ne pas faire. Et c'est un peu pour moi comme Saint-Ex. Saint-Exupéry avait dit l'essentiel est invisible aux yeux. C'est pareil, on peut pas c'est pas quelque chose qu'on peut démontrer rationnellement. C'est la même chose. Donc Henri Cartier-Bresson, par rapport à cet intellect, au dépasser les limites de l'intellect, on va prendre un autre. Voilà, ça c'est les funérailles de Gandhi aussi. Donc vous voyez la foule, vous imaginez la foule qu'il y a, le type là monte sur l'arbre pour regarder, c'est incroyable. La vénération qu'il y avait de tout un peuple, de toute une âme pour cette grande âme. Donc Cartier-Bresson, par rapport à ce concept, il dit pratiquement la même chose avec les mêmes mots. Il n'y a rien à prouver. L'un philosophe, l'autre photographe. Il n'y a rien à prouver. On ne cherche pas à démontrer quelque chose. S'il y a quelque chose d'important, c'est l'humanité, la vie, la richesse de la vie. Il faut être sensible, c'est tout. C'est dans un entretien avec Byron Doble.
Et dans le livre que j'avais cité au début, Images à la sauvette, dans l'introduction donc de son premier livre, il écrit une photographie est pour moi la reconnaissance simultanée. Simultanée, c'est important. La reconnaissance simultanée dans une fraction de seconde, d'une part, de la signification d'un fait, et de l'autre, d'une organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui expriment ce fait. Donc, il y a le sens et il y a les formes qui expriment le fait et tout est simultané. Pourquoi? Parce que le mental n'entre pas en ligne de compte. Moi, je sais que lorsque je prends une photo, en tout cas, les photos que j'expose que je considère assez bonnes pour faire partie d'une exposition, comme les 3 photos qui se trouvent au Salon d'Automne, à partir de après-demain au Grand Palais, vous êtes invités à y aller évidemment pour les voir. Et je les ai pris en une fraction de seconde sans regarder, c'est-à-dire, je vais vous la montrer à la fin parce que je l'ai quand même mise à la fin. Ouais, il faut bien 2, j'ai mis. Et c'est une photo, enfin, ce sont des photos où quelque chose se passe. J'ai l'appareil à la main. Non, je parle pas, j'ai l'appareil à la main et clac, je prends la photo. Et après, je regarde et après, j'ai le temps de reconnaître, d'identifier, de regarder, de me rendre compte que c'est bien ou c'est pas bien. Mais là, le mental se met en route. Ok, il reconnaît. Je dis, oh oui, bon, waouh, c'est bien. Ou alors, pourquoi j'ai pris ce truc-là? Donc, je l'enlève, je la délète. Mais tout ce processus de reconnaissance et de qualification, je dirais, se fait après. C'est quelque chose d'autre qui prend la photo. C'est une sorte d'intuition. C'est l'âme directement qui passe et qui ne s'arrête pas par les filtres ni des émotions et ni de l'intellect. Et tac, il y avait quelque chose à prendre. Donc évidemment, il faut maîtriser la technique d'abord. Ça, c'est autre chose. D'accord? Mais il faut pas s'arrêter à l'intellect. Et il disait aussi, regarder et voir, ce n'est pas identifier, c'est pénétrer. Il faut pénétrer dans ce qui est en train de se passer, dans l'événement, dans le moment, dans le vivant, pénétrer le vivant. Et c'est ça le moment décisif. C'est un moment décisif parce qu'il va court-circuiter l'intellect. Donc, encore dans 5 minutes, 5 minutes j'arrête. Encore les funérailles de Gandhi avec la foule. Et 4e concept, donc sur les 5, ne pas projeter son ego. Gandhi disait, l'humilité, c'est-à-dire amanitiyam, constitue la connaissance, l'humilité constitue la connaissance, et tout le reste est ignorance. C'est beau, hein? L'humilité constitue la connaissance, et tout le reste est ignorance. C'est-à-dire que la véritable connaissance, en réalité, la connaissance de soi, parce que lorsque l'on se connaît soi-même, lorsque l'on connaît sa place par rapport à Dieu, par rapport à l'univers, par rapport au vivant, on ne peut pas être autre chose que humble. Ça donne une certaine humilité. Lorsque l'on se rend compte de la relation, de la distance entre le soi et l'univers, il ne reste que l'humilité. Et ça, c'est la véritable connaissance. Et Cartier-Bresson, par rapport à ça, disait, dans le même entretien avec Daniel Masclet, le zen et le tir à l'arc, c'est la base de la photo. Pas de moi-je, c'est-à-dire d'ego, pas de moi-je. Oubliez, faire un vide pour que les choses viennent plus fortement. Le sujet ne prend d'importance et la photo de force que si l'on réussit à s'oublier soi-même. C'est pareil. Photographie, philosophie, politique, c'est en réalité le côté politique. Gandhi en tant qu'homme politique, ok, et Cartier-Bresson en tant qu'artiste. Ils font la même chose, simplement que l'homme politique, va montrer, va transmettre, va porter sa philosophie à travers la recherche du juste, et Cartier-Bresson va le faire à travers la recherche du beau. L'un va montrer le beau, l'autre va montrer le juste, mais ce sont que 2 voies différentes pour la même sagesse, pour exprimer la même sagesse, le même sens, la même essence, ok? Et il faut être transparent pour pouvoir manifester ça, parce que si on n'est pas transparent, on projette sa propre personnalité, donc on commence à projeter ses opinions, on commence à projeter ses émotions, on commence à projeter ses, excusez-moi, c'est conneries, mais c'est comme ça. Parce que et en fait, c'est subjectivité, parce qu'on est toujours subjectif. La seule manière de pas être subjectif,
c'est d'être tellement transparent qu'on ne projette que ce qui se passe à travers nous. Et ce qui passe à travers nous, c'est le réel. Mais pour laisser passer le réel sans déformer le réel, on doit atteindre une certaine transparence. Il n'y a pas d'autre moyen. Et là, ça c'est fantastique, cette photo. C'est là vous avez le corps de Gandhi. Cartier-Bresson a appelé cette photo la première flamme. C'est le début de la crémation. Donc il y a la première flamme qui est en train de surgir, de jaillir ici. Ici, il y a le secrétaire personnel de Gandhi, d'accord, qui est là, qui regarde la flamme, et le médecin personnel de Gandhi qui essaye de repousser la foule pour pas que la foule s'approche et pour que la foule laisse en réalité le corps se consumer. Donc c'est aussi un moment, il y a un tout là-dedans. C'est un de ces moments décisifs qui raconte plus qu'une histoire, je dirais. Et donc le dernier concept, j'arrive à la fin, ne pas avoir peur. Gandhi disait dans Lettre à l'ashram, dans le chapitre où il parle de l'intrépidité, d'accord, l'intrépidité. Il disait, il faut nous débarrasser de toute crainte extérieure. Mais il faut toujours craindre les ennemis intérieurs. Nous avons raison de redouter la passion bestiale, la colère. Les craintes extérieures cessent d'elles-mêmes une fois que nous avons triomphé de ces traîtres dans notre camp. Pour toutes ces craintes, le corps est le centre autour duquel elles évoluent, et par conséquent, elles disparaissent dès que l'on s'est libéré de l'attachement pour le corps. Un non formulé par la conviction la plus profonde vaut mieux qu'un oui qui n'est là que pour plaire, ou pire, pour s'éviter des ennuis. Comment pouvons-nous créer du changement dans le monde si nous avons peur de dire ce qui ne va pas? Donc c'est l'intrépidité, d'accord, c'est le courage, c'est le fait de sortir dans le monde, de ne pas se cacher, c'est fabuleux. Et Cartier-Bresson dit, la peur est la grande ennemie. Il faut connaître les gens et travailler d'une manière qu'ils peuvent accepter. Oui, parce que, encore une fois, Cartier-Bresson est un photographe de rue, et moi je peux vous dire que quand vous allez dans la rue, vous vous baladez avec un appareil photo, c'est pas toujours évident à 2 mètres d'une personne qui va vous regarder. Pourquoi tu veux ma photo, toi? C'est comme une chanson de Johnny Hallyday. Comment c'était? Tu veux ma? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ouais, c'est un truc comme ça. C'est un peu la même chose. Donc c'est pas, il y a un truc. Non, il faut dire mais oui. Il faut pas dire non, c'est rien, je m'en vais, je veux pas. Non, c'est par hasard, j'avais le doigt appuyé là-dessus, mais je sais pas pourquoi. Non. Il faut dire la vérité. Il faut dire que je m'excuse, monsieur, mais waouh, écoutez, vous avez une super gueule. Et j'aimerais bien la prendre en photo si ça vous dérange pas. Avec un beau sourire humain. Et dans 90% des cas, le type va se marrer, il va dire, allez, prends la photo. Pour ça, il faut pas avoir peur. Donc, Henri Cartier-Bresson dit, il faut connaître les gens et travailler d'une manière qu'ils peuvent accepter. Sourire, mais ne jamais rire. Souriez, prenez votre temps. Ne déboulez jamais en montrant votre personnalité. Il faut s'effacer, il faut s'approcher sur la pointe des pieds, se comporter comme une émulsion sensible. Ne vous imposez jamais. Avant tout, soyez humain. Pour ne pas avoir peur du regard des autres. Et je terminerai pile, voilà, presque, avec une phrase de Gandhi qui est peut-être ma citation préférée, enfin une de celles parce qu'il y en a tellement, qu'il a écrit dans, en fait c'est Arun Gandhi qui cite son grand-père dans Le pouvoir de la colère, dans le chapitre qui s'intitule Connaissez votre propre valeur. Gandhi a dit, le matérialisme et la morale sont inversement proportionnels. Quand l'un croit, l'autre décroît. Merci, Daniel Van.